Est-ce que votre organisme est lent à s'adapter aux changements du marché? Hein? Est-ce que c'est difficile de coordonner des gros groupes pour réussir à produire un projet, un simple projet? Est-ce que votre structure opérationnelle est lourde puis est remplie de politique? Avez-vous des problèmes à innover? Mon Dieu, t'en as des questions. J'ai des bonnes nouvelles pour toi, Maurice. Le mois d'octobre, chez GoPirate, c'est le mois des méthodologies. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une en particulier qui répond à tous ces problèmes. Hein? On va parler de podularité. Drôle de mot. Donc ça, c'est une approche qui a été proposée par Dave Gray dans son livre The Connected Company. Hein? Puis, cette méthode-là a été revue et enrichie par vos pirates préférés à l'abordage. On va regarder un GoPirate Canada. GoPirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui sont bien conscients que le monde change beaucoup plus rapidement que la plupart des organisations. C'est pourquoi ils vont vous présenter une façon de s'organiser qui soit à l'épreuve du temps et qui peut faire toute la différence pour faire face au monde moderne. Voici leur histoire. Fait que je sais pas ce qui est arrivé aux deux pirates préférés, mais vous allez être pognés avec nous autres. On va faire, tiens, on remplace. Oui. On est en call. Là, on va parler d'une méthodologie. Bon, habituellement, quand on parle de méthodologie, on parle de comment est-ce qu'on peut forcer une équipe à travailler d'une certaine façon pour que, pour une fois, ils commencent à livrer. Y a-t-il un système qu'on peut mettre en place pour que notre fouette soit plus long? C'est ça. Et qu'il claque plus fort? Comme vous le savez, on a certaines opinions sur des méthodologies comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'une approche qui ne focus pas sur le travail ou sur comment les équipes travaillent, mais focus sur comment l'entreprise ou l'organisme s'organise essentiellement, se structure. T'es peurant, ça? Ben, oui. Est-ce que c'est pour tout le monde? En fait, ça pourrait l'être. Ceux pour qui ça ne l'est pas, ce sont ceux qui sont incapables de s'imaginer pas avoir un contrôle complet, total et ultime pour leur propre petite auto-importance, puis que ça va vraiment endommager leur ego si des gens sont capables de se débrouiller sans qu'eux autres soient impliqués dans toutes les décisions. Si ça, c'est vous, c'est pas pour vous. Je sais pas que vous faites ça de toute façon. Dans tous les autres cas, l'approche de podularité peut être valable. Puis encore là, ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que c'est pas du tout ou rien. On peut transformer une entreprise au complet avec l'approche. On peut transformer juste un département avec cette approche-là. On peut y aller progressivement puis voir si ça fonctionne puis corriger au fur et à mesure. Donc, on n'est pas obligé de se commettre à outrance pour. C'est un point qui est souvent un problème avec beaucoup de méthodologies. Tu la prends ou tu la prends pas. Mais la podularité, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre, mais il y a des éléments qui restent optionnels, puis il y a des éléments qu'on peut interpréter de façon différente. Puis c'est un peu ce que nous, on a fait avec GoPirate en travaillant avec cette approche-là, puis en l'implémentant à plusieurs endroits. On s'est aperçu qu'il y a des morceaux qui manquent. Il y a des choses qui sont plus difficiles, fait qu'on a essentiellement comblé ces trous-là, puis on va en parler aujourd'hui. Donc, si vous êtes un gestionnaire de projet, puis vous trouvez frustrant d'être imputable pour un travail que vous ne faites pas, basé sur des décisions auxquelles vous n'avez pas participé, podularité est probablement une approche pour vous. Maudit frustré. Ben, si vous êtes un employé, hein, puis que vous avez des frustrations, hein, ça va être le mot du jour, frustré, d'aller demander la permission de faire votre travail, hein, celui pour lequel vous avez été embauché. À chaque fois que vous devez faire quelque chose, prendre une décision, peut-être que la podularité, c'est pour vous autres. Un bon exemple de ça, vous voyez qu'il y a un problème à régler, vous êtes capable de le régler, ça prend une permission, par le temps que vous demandez à votre patron, qui demande à son patron, qui demande à son patron, qui ait l'autorisation, puis ça redescend, le problème a changé. Oui. C'est fréquent, ça. On a une bonne idée, une excellente idée. On aimerait ça, la mettre en place, l'explorer, hein? Mais il y a un gestionnaire de niveau intermédiaire qui, lui, ben, il voit ça comme un risque, puis son réflexe, c'est non par défaut. Frustrant? Frustré, hein? Frustré le chevreuil. Autre chose, chaque fois que vous avez une bonne intention et vous voulez mettre votre entreprise à jour, pour s'adapter aux nouvelles voies du marché, à la nouvelle façon dont les clients agissent, fait que vous vous lancez dans une transformation, puis par le temps où
la transformation est finie, le marché a déjà changé. Vous êtes toujours en train d'essayer de vous transformer pour rattraper votre retard. Si ça, c'est votre cas, votre entreprise ne bouge pas assez vite, podularité, c'est pour vous. Je te racontais, hein, Maurice, la fois où je connaissais une entreprise qui s'est dit on va avoir une transformation. Ça va être mis en place, terminé de mettre en place dans 7 ans. Mon fils était naissant. Okay? Cette transformation-là va être finie, il va être au primaire. C'est frustrant, ça! Une autre affaire frustrante, vous avez des équipes qui ne servent plus vraiment à quoi que ce soit, mais vous continuez à payer pour. Des départements entiers, des fois, qui sont là par tradition. Dehors! Ben, dans une structure organisationnelle, souvent, ces éléments-là sont permanents. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser facilement. Ouais. Podularité pour vous. Oui. Puis, je veux dire, des fois, ça ne nous tente pas de mettre des super bons experts dehors, hein, mais on ne sait pas quoi faire avec. Ben, c'est ça. Podularité. Puis, un autre point, puis en fait, c'est le premier chapitre de Connected Company. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec votre entreprise d'avoir un accident? Il y a quelque chose qui sort dans les nouvelles qui n'aurait pas dû sortir. Oh! Puis, on a fait une couille. On a fait une couille. Puis vous en perdez le contrôle. Je veux dire, par le temps que vous vous en apercevez, par le temps que vous appelez vos spin doctors qui vont venir contrôler la situation. Contrôler la situation, il est déjà rendu trop tard. Internet s'en est emparé. Il est rendu avec des campagnes de boycott contre vous autres, des campagnes de ridicule contre vous autres. Tout votre message et puis vos slogans sont maintenant corrompus, repris par les gens qui vont juste mettre en évidence ou votre incompétence ou que vous n'êtes peut-être pas aussi honnête ou sans reproche que vous voulez bien vous afficher pour l'être. Hein? Ben, podularité est pour vous. J'ai hâte de voir comment. Ce bout-là, il m'était connu. Ben oui, hein? Ça va être le fun. Fait que l'organisme à succès du futur, c'est un organisme qui est capable de bouger puis de s'adapter à la même vitesse que ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire vite. Ça veut dire plus vite que de demander la permission. Ça veut dire plus vite que ce que la plupart des organisations sont même capables de concevoir qui est faisable. T'sais, on va avoir un train, ça avance vite, mais un train, ça tourne pas facilement. Hein? En effet. Ça suit ses rails, peu importe quoi. Mais un organisme qui va être podulaire est un organisme qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile. Il est capable de changer de destination, il est capable de changer d'idée, il est capable de changer d'approche quand il y en a besoin. Puis, mieux que ça, un organisme qui est podulaire va être capable d'avoir différents éléments qui vont agir de façon différente parce que leur contexte est différent, plutôt que de penser à tout doit être pareil pour l'ensemble de l'organisation tout le temps. On vit dans un monde qui est VICA. Hein? Donc, qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Ce qui veut dire que prédire l'avenir est à peu près impossible maintenant. Peu importe ce qu'en dit Jojo Savard. Donc, une approche de podularité va simplement vous permettre de vous adapter à ça beaucoup plus rapidement, va vous permettre de pouvoir innover beaucoup plus rapidement, puis vous assurer d'être là où est la réalité. Oui. Puis tu sais, veux pas, l'organisation du futur, il y a des qualités à ça. Puis on ne peut plus juste, pour le plaisir, prendre une décision qui va marcher pour tout le monde, qui va être uniforme, que tout est égal pour tout le monde. Parce que les besoins sont différents pour chacun. Là, je parle pas juste des employés, là, je parle des départements, des équipes. Exact. Cette genre d'approche-là te rend plus à l'aise avec le concept de pas avoir une solution pour tous. Fait que c'est vraiment une approche décentralisée. C'est si on compare, par exemple, à la plupart des entreprises qui sont traditionnelles, dont le modèle pyramidal est basé sur la façon dont l'armée s'organisait durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on n'est plus au même endroit là maintenant. Maintenant, on a besoin d'être capable de bouger à la vitesse de nos marchés. Donc, en se décentralisant, ça veut dire que chaque élément séparé qu'on appelle des pods dans le modèle va être capable de prendre ses propres décisions pour que son propre service ou produit soit aussi adapté que possible aux besoins du marché, voire qu'ils soient en train d'innover pour anticiper ces besoins-là. Bref, ces pods-là sont autonomes. Exact. C'est ça qui est ça.
autonome ne veut pas dire qu'ils vivent dans un vacuum. Hein, ils sont habituellement supportés par des plateformes mises en place par le reste de l'organisation qui vont lui permettre de communiquer, d'agencer leur vision et puis leurs approches pour qu'essentiellement, ils ne travaillent pas les uns contre les autres, mais qu'ils travaillent tous dans une direction commune. Donc, l'idée avec un modèle très décentralisé comme ça, ça veut dire oui, que la direction a beaucoup moins de pouvoir que ce qu'elle peut avoir ailleurs, mais ça ne transforme pas l'entreprise en chaos. Hein? Ça fait simplement que l'entreprise est capable de bénéficier d'avoir plusieurs cerveaux en place qui vont être capables d'agir indépendamment tout en restant alignés. Donc, dans le livre The Connected Company, l'auteur Dave Gray présente Podularity, qui est son modèle de décentralisation. Il y a plusieurs modèles de décentralisation qui existent, mais celui-là, ça a été celui qu'on préfère depuis maintenant, 2015, quand le livre est sorti? Moi, 2019. Bon. Donc, chaque produit ou service devient une entité indépendante, appelée un pod, okay, qui va inclure l'ensemble des talents qui sont nécessaires pour le mener à bien. Okay? Ça va accélérer le temps de réaction puis d'action pour saisir les opportunités émergentes pour l'organisation. Okay? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la direction qui voit une nouvelle opportunité qui émerge. Les gens qui sont sur la ligne de front, qui sont directement en contact avec la réalité, vont être capables de voir une opportunité puis d'agir directement dessus. Ça va réduire de beaucoup les dépenses de gestion pour mettre le focus sur investir sur ce qui crée de la valeur. Oh. Puis, si vous voulez que je répète ça de façon un petit peu plus claire, la plupart des organisations ont énormément de management, énormément de gens qui sont payés pour gérer, d'autres gens qui sont payés pour gérer, d'autres gens qui sont payés pour gérer. Ça, c'est une dépense pure parce que ces gens-là ne créent pas de valeur. En bon anglais, c'est de l'overhead. Exact. Bien, c'est pas nécessairement obligatoire d'en avoir tant que ça, ou d'en avoir point. Surtout quand chacun des pods s'autogère entièrement. C'est pas obligatoire, c'est même pas souhaitable d'en avoir. Ben de toute façon, je veux dire, s'il faut que tu tiennes la main de tous tes employés, ben c'est un petit peu comme mon fils, là. Si j'y tenais à la main à chaque fois qu'il marche, ben il serait pas encore capable de marcher tout seul. Fait que tous les gestionnaires qui nous écoutent, ça veut pas dire que vous êtes inutile, ça veut juste dire qu'il faudrait peut-être repenser à ce que vous servez dans une organisation. On va en parler. Puis l'approche en podularité va permettre de délaisser l'idée d'exécuter, tout simplement, puis de profiter de l'expertise puis de l'expérience de chacun de nos employés. Parce que la plupart des organisations ne sont pas conçues pour faire. Hein? Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui décident, il y a des gens qui vont planifier, puis le restant des gens, nos experts qu'on paye super cher, sont là pour exécuter un plan. Bon ou mauvais? Bon ou mauvais. Donc, ils n'ont à peu près pas un mot à dire dessus. Dans un organisme décentralisé, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça que nous, on pense à GoPirate que l'avenir des entreprises passe par la décentralisation. On n'est pas les seuls à le dire. Beaucoup d'experts qui sont pas juste des consultants en gestion, mais on parle des penseurs en gestion. Ils nous ont écoutés et ils sont d'accord avec nous. Des gens qui sont plus intelligents que nous. Ça arrive. Qui sont tous d'accord sur le fait que les espèces de gros monolithes qu'on a présentement sont pas bâtis pour réussir à survivre. Puis en fait, puis ils en parlent dans le livre, les entreprises qui ont plus de 100 ans d'existence sont déjà décentralisées. Sont déjà habitués à voir certains des pans de l'entreprise être voués à disparaître parce qu'ils sont désuets. Sont déjà habitués à avoir des gens de confiance en place qui vont être capables, dans le bas de l'échelle, de prendre des décisions. Donc, on va s'inspirer de ces gens-là, puis on va parler de podularité. Puis les monolithes, c'est bon pour l'Odyssée de l'espace, là, à part ça, là. 2001. Mais là, je t'arrête là. Avant de parler de quoi que ce soit par rapport à la podularité, sachez, chers pirates, que c'est quelque chose qu'on fait officiellement. Officiellement. Fait qu'on a particulièrement 2 offres de services en ce moment. Maximiser l'impact du travail, hein, c'était notre dernier épisode, l'impact. Qui est un programme complet qui va inclure 3 sessions de formation, puis des sessions d'accompagnement. Et l'autre, c'est des équipes rapides, efficaces et autonomes. Hein? Fait que les 2 sont complémentaires. Même chose. 3 ateliers et de l'accompagnement. Et puis ça, c'est
en gros, hein, une introduction, si on veut, et une mise en place d'une équipe qui est modularisée. Exact. Et on peut aller plus loin qu'une équipe. Oh, yeah. On peut aller plus loin qu'une équipe, on peut aller plus loin qu'un département. On est justement avec l'entreprise Maftech présentement qui ont adopté la modularité. Ouais. On les aide à se transformer. Donc, c'est quelque chose qui commence à percer ici au Québec. Puis c'est le temps maintenant de faire partie des entreprises qui vont être assez modernes pour adopter une approche qui est décentralisée puis vous doter de la capacité de pouvoir agir plus rapidement avec plus d'impact que la plupart de vos compétiteurs. Ouais. Puis, pour plus d'informations, hein, gopirate.com. Yep. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Exact. Bon, c'est le temps où on discute, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur la modularité, pour l'avoir vécu. Oh, oui. Hein? On la vit, on la met en place. Oh, moi, je la mets en place depuis 2015. Ouais. Habituellement à des niveaux d'équipe ou de département, beaucoup plus rarement à des niveaux d'entreprise complète, parce que ça demande quand même beaucoup de courage de la part de propriétaires d'entreprise pour demander ça. Vous voulez savoir un secret? C'est arrivé à Maurice de mettre ça en place sans demander la permission et sans l'annoncer. Oui, mais c'était pas le modèle complet. Non, mais on s'en allait vers ça. Les bases étaient suffisamment là qu'on voyait l'impact et puis l'efficacité. Ceux qui t'ont embauché demandaient plus d'impact, ils ont eu plus d'impact. Exact. There you go. Hein? Il y a quelque chose qui est absolument essentiel, puis là, on le répète beaucoup cette semaine dans notre mandat, donc on va le plugger là, c'est que des pods qui sont autonomes ont besoin de 3 choses. Absolument. OK? C'est 3 choses que n'importe quelle entreprise a dans son modèle organisationnel. Ils sont juste placés à différentes places des fois. Exact. Responsabilité. Oui. Autorité. Oui. Imputabilité. Ouais. Hey, moi, je vais me déguiser en imputabilité à l'Halloween. C'est épeurant, ce mot-là. Mais j'aimerais ça tout de suite qu'on le démystifie. Oui. Parce que l'imputabilité, souvent, c'est perçu comme quelque chose. Si ça se passe mal, c'est moi qu'on va blâmer. Ce qui est exactement ça. Et c'est exactement ça. Le problème, c'est pas tout. Si ça se passe bien, c'est aussi toi qui vas avoir le crédit. Et encore, un des problèmes qu'on voit, c'est dans les organisations matricielles. Puis la plupart des grosses entreprises fonctionnent comme ça. Ces 3 éléments-là sont séparés puis répartis à des personnes différentes. Ouais, c'est dans des descriptions de tâches différentes. Exact. Ouais. Donc, les gens les plus haut placés ont le pouvoir décisionnel, donc ils ont l'autorité. Ouais. Les gens les plus bas dans l'échelle ont la responsabilité de faire le travail, puis quelqu'un au milieu est imputable du résultat. Genre un gestionnaire de projet ou un manager. Exact. Fait que si le projet il va bien, tu vas féliciter celui qui a pris la décision. Peut-être féliciter ceux qui ont fait le travail, mais tu sais, juste parce que tu es généreux. Mais si ça va mal, par exemple, celui qui a pris la décision, c'est très bien que son plan est infaillible. Oui, c'est ça. Il a été mal interprété puis mal mis en place. Ben c'est ça. Puis tu peux blâmer, mais jusqu'à un certain point seulement ceux qui ont fait le travail, parce que remplacer des travailleurs, c'est difficile et puis ça coûte cher. Fait que c'est pour ça qu'on a des gestionnaires de projet. Si le projet va pas bien, si le plan mal conçu puis l'exécution tout croche arrive, hein, bien comme ça, on peut toujours blâmer le gestionnaire de projet que son rôle était de miraculeusement que tout fonctionne bien. Fait que tu sais qui mettre dehors. Ça s'appelle un scapegoat, un faire-valoir. Hein? Un bouc émissaire. Un bouc émissaire, oui, un bouc émissaire. Puis, ça ne veut pas dire que les chargés de projet, c'est pas des bonnes personnes ou des bons travailleurs. Ah non, au contraire, il faut qu'ils soient compétents pour réussir à survivre dans un milieu comme ça. Exactement. Ils font des miracles pour garder leur job. Oui. Et dans une approche modulaire, avec Connected Company, ces 3 éléments-là sont la responsabilité, sont l'attribut de chacun. Oui, de chacun, et spécialement en termes de pod. Oui, en termes de Parce groupe. Que c'est pas une autonomie individuelle qu'on a, c'est une autonomie d'équipe, non, de pod. Exact. Le pod est, oui, responsable de faire le travail, ça, on est habitué. Mais il va pouvoir prendre ses propres décisions pour gérer son service ou son produit au mieux de sa mission. Et là, c'est là que l'imputabilité est moins épeurante. Oui. Parce que c'est nous autres qui avons décidé comment approcher ça, ce problème-là. Fait que c'est normal que ce soit nous autres qui vivent avec les conséquences. C'est moins épeurant, puis en même temps, ça demeure un outil de contrôle. On voit encore là dans les organisations matricielles, dans le logiciel, par exemple, j'ai vu à des endroits, il y a une équipe qui fait le travail, il y a une équipe qui gère la qualité, puis il y a une équipe qui répare basée sur ce que les gens de qualité ont dit de faire. Ça veut dire que la première équipe a absolument
aucun incitatif à faire un travail de qualité ou même qui fonctionne. Parce que ça va être l'imputabilité de quelqu'un d'autre d'avoir réparé tout ça. D'avoir à le trouver first. Si tu le trouves pas, on est correct. Là, si tu fais du caca, c'est ton caca, puis c'est à toi de le ramasser. C'est toi qui as une petite pelle et une petite litière. Hein? Puis c'est pas juste sur le travail. Hein. Les pods ont l'autorité, la responsabilité puis l'imputabilité de tous les facteurs du produit ou du service qu'ils ont, incluant sa viabilité. Ouais. Ça inclut la viabilité financière. Et des pods, ils ont accès à leur budget, puis ils sont en charge dans le meilleur des mondes, hein, parce que tu n'es pas en charge du jour au lendemain. Non. Ça s'apprend, puis ça s'acquiert. Exact. Mais une équipe ou un pod qui est en contrôle de son budget, qui sait combien coûte, puis combien rapporte, va prendre des maudites meilleures décisions qu'une équipe qui n'a jamais entendu parler de son budget. Exact. C'est le genre d'équipe qui, s'ils savent qu'ils ont besoin d'avoir un expert, ils vont pouvoir l'embaucher. Ils vont pouvoir justifier aussi. Exact. L'important, c'est justement, comme Olivier dit, d'être capable de justifier chacune de leurs décisions pour démontrer que c'était une décision tout à fait valable, pas un coup de tête, pas un caprice, puis de démontrer les résultats puis l'impact qu'ils arrivent à avoir. Plus ils ont d'impact, plus les résultats sont meilleurs, puis honnêtement, plus l'organisation en tant qu'organisation, ou si on préfère le haut management, vont les laisser tranquilles puis opérer puis garder leurs propres décisions parce que clairement, ça marche. OK? Et puis si ça ne marche pas? Puis si ça ne marche pas, ben là, ils vont pouvoir intervenir. C'est de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque au pod pour être capable d'avoir du succès? Parce que le but, c'est pas de juste trouver qui punir. Le but, c'est que ça marche. Parce que ce qu'on veut en tant qu'entreprise, n'importe quelle entreprise privée, ça veut faire de l'argent. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de faire de l'argent. Si ce n'est pas une entreprise privée à profit, bien là, c'est l'impact qu'on va chercher. Ce qu'on veut, c'est avoir le maximum d'impact possible pour les ressources qu'on a. Donc, il faut que chacun des pods soit en mesure d'aller chercher ce maximum-là. Tu disais tantôt, Maurice, que c'est important d'avoir de l'impact, qui était le sujet de notre épisode dernier. Et ça, tu n'as pas le choix de faire en sorte, quand tu fais une transformation vers Connected Company ou modularité ou décentralisation, il faut que tu changes ta relation avec le travail. Tout devient basé sur la valeur. Exact. Je suis désolé, on va encore taper sur ce clou-là. Mais puis ça, c'est un des éléments que nous, on a rajouté au système de modularité parce qu'il n'y a pas de notion de valeur dans ce que Dave Gray parle. Oui, il parle de prioriser correctement, mais la notion de valeur est quelque chose qu'il n'a pas réussi à définir. Et nous autres, on l'ajoute parce que c'est comme crucial. C'est ça qui fait la différence entre un pod qui va avoir énormément de succès puis un pod qui va être capable d'opérer. Tout travail ne s'équivaut pas nécessairement. Non, c'est ça. Fait que le nombre de tâches que vous faites est inconséquent quand vous êtes un pod. C'est l'impact que ces tâches-là vont avoir. D'où l'importance d'éliminer tout travail qui n'a pas d'impact. Exact. Ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, hein? Non. Parce que s'il y a du travail administratif, il faut qu'il se fasse pour que la compagnie reste en vie. Ça a de l'impact, puis il faut le faire. Même si c'est plate. Des fois, il faut l'automatiser. Hein? Il y a plein de trucs là, qu'on peut vous donner. Puis, je pense qu'on s'est répété pas mal là-dessus déjà. Oui, c'est ça. On a plusieurs épisodes là-dessus. Puis, on a un programme Maximiser l'impact au travail qui couvre exactement ça. Ce que vous avez à faire étape par étape. Mais l'idée étant, quand tu es responsable et imputable du futur de ton propre pod, tu ne vas pas en faire du travail qui ne sert à rien. Non. Parce que tu sais que l'avenir dépend de sur quoi tu vas travailler puis l'impact que tu vas avoir. Ça amène à un bon point. Hein? Ah oui? Jusqu'à quel point les pods sont autonomes puis indépendants. Mais ça, première affaire à comprendre, c'est qu'autonome puis indépendant, c'est deux mots différents pour une raison. Okay? Indépendant, tu décides toi-même entièrement de ce que tu fais. Seul. Sans vraiment rien devoir à personne d'autre. Autonome veut dire que dans le cadre de la structure dans laquelle tu existes, tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions pour arriver au but commun que vous vous êtes fixé. Bref, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise la décision à prendre, tu la prends. C'est ça. Puis encore une fois, on ne parle pas en tant qu'individu, quoique ça va en faire partie aussi, mais on parle d'abord et avant tout en tant que pod. Discutez ensemble, vous avez à l'intérieur du pod tous les experts que vous avez besoin pour réussir, que ce soit des gens qui vont travailler sur le développement du service ou du produit, qui vont offrir le support pour le service ou le produit, le marketing pour ça. Donc, c'est vraiment une équipe qui va être complète. Si elle a besoin de spécialistes de plus, bien c'est là que les plateformes dont on parlait tantôt deviennent importantes.
C'est dans une entreprise, c'est pas vrai que toutes les pods ont besoin d'avoir un expert en ressources humaines, mais l'entreprise peut avoir une plateforme de services communs comme les ressources humaines, comme des experts en finance, comme des experts légaux, où les pods peuvent se référer s'ils en ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on est habitué de déléguer, ou que quelqu'un d'autre fait, le pod en est responsable. Ça veut pas dire qu'ils font tout. Ouais. Mais si c'est le temps d'embaucher quelqu'un, mais on n'est pas très bon pour passer des entrevues, mais on va aller chercher quelqu'un des ressources humaines qui offre un service au pod, carrément, puis qui va aider l'équipe à s'améliorer avec ses entrevues. Pas le faire à leur place nécessairement. Il pourrait. Mais l'idée étant, si tu veux être plus autonome, il faut que tu deviennes bon à faire un peu de tout. Dans les plateformes, ça va inclure autre chose aussi, comme par exemple, comment est-ce qu'on communique ensemble? Okay, on va avoir un système qui va être relativement unifié pour être capable de communiquer efficacement. Pas juste parler un avec l'autre, mais communiquer ses résultats pour qu'on voit où est-ce que l'organisation est rendue, pour qu'on voit quels pods ont de la difficulté, puis quels pods ont beaucoup de succès. En même temps, des fois, c'est un partage de connaissances. Donc, on fait face à une situation, on la corrige, on documente, puis on met ça dans un repositoire de connaissances, voire on s'arrange pour être capable de communiquer ce succès-là ou cette aventure-là via conférence ou des choses comme ça. Ben, ça fait partie des différentes plateformes qu'on met en place. C'est pas juste pour être mignon, puis gentil. Regarde, on diffuse nos succès. On se pète les bretelles un petit peu, puis on plein de vanité. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'un pod, il own son travail et tout ce qui vient avec. Ça veut dire que quand tu as des succès, c'est ta responsabilité de les communiquer. Parce que, tu as fait le travail, là, ça vaut la peine de le faire. Mais c'est important que tout le monde dans l'entreprise voit l'impact que tu as. Si tu as des problèmes, c'est aussi ta responsabilité de les communiquer. Ne serait-ce que pour qu'un autre pod ne tombe pas dans le même piège que toi. Exact. Puis, tu n'es pas une victime. En fait, ça, c'est un des gros avantages pour ceux qui vivent dedans. Tu n'es jamais une victime de ce qui se passe parce que tu contribues aux décisions. Puis, tu peux mettre ton expertise à profit. Puis, s'il arrive une couille, là, il y a un gros problème, what not, t'es imputable, entre autres. Oui. Fait que de le diffuser, ce problème-là, pour t'assurer d'avoir l'appui nécessaire est essentiel. Absolument. Un des éléments qu'on peut commencer à voir émerger ici, c'est que normalement, une entreprise, c'est vraiment une structure solide. On sait qui est patron de qui, on sait comment les communications vont bouger. Mais dans une entreprise connectée, podulaire, ben, c'est plus comme gérer une communauté de communautés. Un paquet de gens qui ont leurs propres affaires qu'ils sont capables de gérer, mais qui vont devoir interagir ensemble, travailler ensemble, collaborer ensemble. Donc, ça demande une approche qui est complètement différente. C'est plus une approche de « je suis le patron, j'ai l'autorité, tu te tais et tu m'écoutes ». À partir de maintenant, beaucoup des idées vont venir de la base, vont venir des pods. Puis, ça va créer des conversations à qui trouve ça intéressant, qui trouve pas ça intéressant. Est-ce que c'est justifié correctement? Est-ce que des gens ont des questions dessus? Est-ce que des gens d'autres pods veulent collaborer pour atteindre un but? Est-ce que des fois, ils ont besoin de travailler ensemble? Des fois, c'est juste une question de collaboration parce que ça le tente. Donc, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lousse comme organisation. Puis ça, c'est une des choses qui a tendance à faire peur. À faire peur à la plupart des gestionnaires qui ont appris toute leur vie que leur rôle, c'est de contrôler. Là, on contrôle moins, on guide. Voulez-vous savoir qu'est-ce qu'on dit aux gens avant de travailler avec eux, à ceux qui nous courtisent nos services? On est bien honnête. On leur fait peur tout de suite. Votre monde vont être impossible à contrôler. Vos équipes, là, fini contrôler. Là. Impossible. Mais maudit que vous allez aimer ça, parce qu'ils vont vous apporter de la valeur, puis vous allez en redemander. Exact. OK? Si vous n'êtes pas prêt, je ne peux pas vous aider. Beaucoup d'entreprises vont chercher d'avoir des équipes de champions, puis pour ça, ils vont chercher des profils de champions. C'est pas la bonne approche, parce que vos profils de champions, souvent, sont des champions en eux-mêmes, avec des gros égos. Moi, je suis un champion, puis OK, je peux avoir une équipe autour de moi pour m'aider, mais ce sont mes sous-fifres. Okay? Tandis que si vous travaillez avec quelque chose comme ça, vos pods vont agir comme des équipes de champions, vont travailler ensemble pour réussir à vous donner la valeur que vous avez besoin. Mais là, moi, je suis le gestionnaire et je me fais dire ça. Ça va être, mes équipes vont être impossibles à contrôler. Mais c'est le chaos.
Tu essaies de me vendre du chaos puis tu veux que je te paye. Oui. Mais l'idée est là, c'est le chaos, c'est quand il n'y a pas de structure. Puis une organisation qui est modulaire a une structure qui est fluide, mais a une structure quand même. Est essentielle. Puis une structure qui est mieux définie que la plupart des organisations pyramidales. Dans le sens que chacun des pods doit avoir sa propre charte. Ouais. Okay? C'est un contrat social qu'on aime appeler des fois. Exact. Hein? Ça, puis quand je dis un contrat, les gens, les participants, le signent. Absolument. C'est une vraie affaire. Donc, la direction a des attentes pour la création de ce pod-là. À quoi le pod va servir? Comment est-ce qu'on va être capable de mesurer son succès? C'est quoi nos attentes envers eux autres? Qu'est-ce qu'on va mesurer? C'est quoi la mission? C'est ça. Juste là, avec ces éléments-là, c'est souvent plus d'informations que la plupart des équipes ou des départements ont. Ouais. Puis, en même temps, c'est comme c'est un contrat, ça va dans les deux sens. Ouais. Le pod va devoir dire qu'est-ce qu'ils ont besoin pour réussir. C'est quoi les attentes qu'ils ont envers la direction ou envers le reste de l'organisation. C'est quoi que les plateformes que l'organisation va mettre en place devraient pouvoir leur fournir. Un coup qu'on a tout ça ensemble, on a mis sur papier non seulement les attentes de tout le monde, mais les conditions de succès, puis le barème dans lequel on va évaluer est-ce qu'on trouve que ce groupe-là a du succès ou pas. C'est plus au jugé, là. Maintenant, si l'équipe de direction n'est pas satisfaite de ce qu'un pod a fait, mais que le pod a suivi absolument tout ce qui était dans leur contrat, bien, le pod n'est pas à tort. Mais il va y avoir une discussion à refaire, puis peut-être ça va valoir la peine de réouvrir la charte, puis de changer certains éléments. La charte va évoluer avec le pod et l'entreprise. Exact. De même, on va aussi écrire dans la charte, est-ce que le pod est censé être permanent ou pas? Parce que des fois, on va créer un pod pour régler un problème. Puis un coup que le problème est réglé, le pod n'a plus de raison d'être. Fait qu'on va défaire le pod à ce moment-là, puis on va récupérer les gens pour les mettre ailleurs. Okay? Donc, l'idée n'est pas que personne perd son emploi. Créer un autre pod, des fois. Des fois, créer un autre pod. Si on voit que ce groupe-là est absolument excellent pour résoudre des problèmes, bien, est-ce qu'on a un autre problème à résoudre? C'est ça. On pourrait juste pas le dissoudre, le pod, puis changer la mission. Exact. Donc, ça nous donne des options qu'on n'a pas autrement. Dans un organisme pyramidal, techniquement, on pourrait l'avoir, mais ça prend tellement de gens qui vont approuver puis devoir prendre le risque que les chances sont que ça va être bloqué en quelque part. Ouais. Dans un organisme qui va être podulaire, c'est fait pour être fluide. Oui. Là, une entreprise, ça a des clients. Oui. Puis tu peux pas survivre si tu n'as pas de clients. Bien, tu sais, on parle que c'est des communautés. Hein, puis la communauté n'est pas juste ceux qui travaillent, mais c'est aussi ceux qui desservent. Donc, c'est vrai. Ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est qu'on a un département ou un groupe de personnes que leur responsabilité est d'être en contact avec les clients, puis ils vont pouvoir jouer au proxy du client avec les équipes de travail. S'assurer que le client est content, qu'il a ce qu'il veut, puis comprendre qu'est-ce qu'il a besoin. C'est ça. Puis on traduit ça en demande de tâches. Hein? Ce qui veut dire que faut que votre traducteur y ait raison. Dans une organisation podulaire, chaque pod va être en contact avec ses clients, que ce soit des gens du public ou que ce soit d'autres pods à l'intérieur de l'organisation. Ils vont être en contact direct avec, puis les impliquer dans leur planification, des fois dans leurs décisions, juste pour être certains qu'ils vont les desservir au mieux possible. Ce qui fait qu'une des mesures de succès habituellement vues dans les pods, c'est est-ce que mes clients sont contents? NPS, Net Promoter Score. Ouais. Le client nous recommanderait-tu à quelqu'un d'autre? Donc, ça nous permet aussi, ce contact-là direct privilégié avec le client, d'avoir une meilleure idée du problème racine à régler ou du besoin racine. C'est-à-dire que un client va avoir tendance à vous dire les symptômes. Qu'est-ce qu'il ressent? OK? Mon ordinateur, il ne marche pas, puis c'est plate, puis ça chie, puis je veux que ça change. Bon, bien, ça, c'est un symptôme. Okay? Ce n'est pas le problème racine. Pourquoi l'ordinateur ne marche pas? Il est là, le symptôme. Mais c'est pour ça qu'on a des équipes d'ingénieurs qui sont capables de creuser. En discutant avec le client directement, posant les bonnes questions, ils vont réussir à trouver exactement il est où le bobo, il est où le problème. En fait, le problème. Puis c'est ça, c'est là-dessus que tu veux te concentrer. Exact. Avant de proposer une solution, il faut que tu deviennes un expert du problème. Exact. Puis, c'est la difficulté qu'on a
avec des gens dont la responsabilité, c'est d'être le proxy client, c'est qu'ils vont simplement écouter ce que le client dit, tenter de figurer une solution, puis l'amener. Le client a besoin de ça. Okay? Là, c'est une question de le client a ça comme problème. Puis des fois, il faut vraiment discuter avec pour réussir à comprendre. Des fois, son interprétation du symptôme n'est pas bon. Donc, le client n'a pas toujours raison. Le client a une raison pour se plaindre ou pour vouloir quelque chose. Il faut juste réussir à creuser puis comprendre c'est quoi la raison. Puis là, on est capable aussi de la prioriser correctement. Des fois, c'est un caprice. Okay? À ce moment-là, il n'y a pas grand valeur là, pas grand priorité qui devrait être mis à ça. Un autre avantage de cette approche-là qui est super intéressante puis qui n'est pas vraiment touché dans le livre, c'est dans le livre, on conçoit encore qu'il y a un haut management. Okay? Sauf qu'il n'est pas dans le haut de la pyramide, mais il est comme au cœur du système. Un qui va décider où est-ce que l'organisation va aller, qui va déterminer c'est quoi ses attentes envers les autres. C'est tout à fait legit de fonctionner comme ça. Okay? Ben oui, le management, lui, il se préoccupe de où est-ce qu'on va, des objectifs, puis il s'assure que les pods ont ce qu'il faut pour réussir à livrer. Mais la question, c'est, on en a-tu réellement besoin? Dans certains organismes, c'est possible que non. Les pods peuvent ensemble former une espèce de comité pour prendre ces décisions-là. On n'a pas besoin d'avoir de boss du tout. J'ai déjà vu des flatarchies où les anciens propriétaires sont maintenant membres d'équipe. Puis c'est plus une équipe de gestion. Il y en a un qui s'en va dans les RH, il y en a un qui s'en va aux finances. Exact. Puis ça se gère par comité. Puis ça, c'est un choix. C'est un choix que vous êtes capable de faire pour votre organisation. Fait que ça démontre à quel point le système il est flexible. J'aimerais ça que tu nous l'expliques un petit peu. Tu disais, quand tu parles de contrôle de ton narratif comme entreprise, comment Connected Company va régler ça? Parce que ça, je l'ai lu le livre, ça fait longtemps, puis je me souviens pas du bout-là. C'est le premier chapitre. En fait, les premiers exemples qu'il donne, il parle de Starbucks à un moment donné, il parle de 2-3 compagnies comme ça qui ont eu des problèmes de PR. Oui, de réputation peut-être. C'est ça, on va dire ça comme ça. Ça l'a atteint à leur réputation, puis par le temps qu'ils puissent réagir, il était trop tard. La population avait déjà pris contrôle du narratif. Bref, Twitter s'en était mêlé. Oui, puis là, on parle 2010-2015. Là. Aujourd'hui, c'est une question de minutes, puis souvent, écoute, essayer de cacher un fuck-up qu'on a fait, c'est la pire affaire à faire parce qu'il va sortir de un. Oui. Les gens ont développé le réflexe de prendre des captures d'écran. Ah, absolument. Fait que tu peux le déliter ton tweet, mais... Trop tard. L'idée est, chacun des pods doivent garder ça en tête, puis quand il y a un problème comme ça qui arrive, doivent gérer leur propre problème de relations publiques. Puis la meilleure des façons avec ça, c'est de réagir extrêmement vite. OK? Puis pas de le nier. De dire, oui, on a fuck up. Il y a un problème qui est arrivé, on le reconnaît. Voici qu'est-ce qu'on va faire pour le régler. Maintenant, ce qu'on a tendance encore à voir aujourd'hui, c'est de dire, oui, on reconnaît qu'on s'est fait prendre à faire cette bêtise-là. Et on est vraiment très désolé que cette information-là insulte certaines des personnes qui ont à vivre avec. OK? Vous sonnez exactement comme je viens de sonner là. Comme ce que vous êtes. Ouais. Comme ce que vous êtes. Puis, c'est une super de belle façon pour continuer de creuser sa tombe. Oui. Si à la place, le pod dit « OK, on est là, on est dans l'action, on comprend qu'est-ce qui est arrivé. Bon, ceux qui sont affectés, voici qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres. Ou au moins, rentrer en contact avec nous autres, on va trouver une solution. Maintenant, voici qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Voici qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de corriger les impacts que ça a eu. » Puis ça, on est capable de faire ça assez vite, puis même si le plan n'est pas final et puis il change avec le temps, le fait que vous communiquiez avec les gens, que en partant, vous ne vous cachez pas. Oui, c'est là, voici qu'est-ce qu'on va faire pour vous autres, aidez-nous à régler ça. Bien ça peut au contraire démontrer que votre entreprise, ça vaut la peine de la suivre, ça vaut la peine de l'encourager parce que vous êtes honnête, puis vous vous en faites pour les gens avec qui vous travaillez. Ça, c'est uniquement possible parce que les pods ont l'autorité, la responsabilité et l'imputabilité. Exact. Okay? Si c'est eux qui ont fait une erreur, peu importe ce que c'est, puis ils savent qu'ils sont imputables, ils savent qu'ils ont la responsabilité de la réparer, puis ils ont l'autorité de prendre la décision de le faire là.
Ouais. Tandis que si ces trois qualificatifs-là sont dispersés dans l'entreprise, ben l'équipe, il va y avoir quelqu'un qui est imputable, ça je te le garantis. Il va perdre sa job. Hein? Il y a quelqu'un après ça qui le problème va monter à l'autorité. Hein? On va aller jusqu'en haut. Puis là, il y a des têtes pensantes qui vont décider qu'est-ce qu'il faut faire. Exact. Hein? Puis la responsabilité va être déléguée peut-être à une firme de PR. Hein? What not? Nous, on s'en lave les mains maintenant. On délègue ça à quelqu'un d'autre. 6 à 12 semaines plus tard. 6 à 12 semaines plus tard, on en parle encore dans les journaux. C'est ça. Puis ça fait du cynisme. Bien sûr, tous les modèles, toutes les méthodologies, il n'y a rien qui est parfait. Non. Il y a des risques. Puis il y a des risques avec la modularité. C'est des risques qui sont intéressants. Parce que le plus grand risque, c'est de commencer à le faire puis d'arrêter. Ah oui, parce qu'un coup qu'on commence à transformer les gens, parce qu'il y a une question de changement de mentalité. Hein? Un coup que les gens commencent à adopter une nouvelle mentalité, commencent à être en contrôle de leur environnement et puis de ce qu'ils font, si on leur enlève ça, ils ne seront pas contents. Donne 100$ à un sans-abri puis reprends-le. Dis-moi comment est-ce qu'il va réagir. T'sais? Ben oui, c'est Regarde, un exemple. non, mais c'est ça, là. Oui. Je veux dire, tu donnes à une équipe qui a peut-être jamais eu ça, hein, du pouvoir de prendre ses propres décisions, hein, puis de contrôler son propre avenir. Puis tu leur dis, on vous fait confiance, hein, puis montrez-nous ce que vous savez faire. Puis à un moment donné, tu dis, bon, ben finalement, ces niaiseries-là, c'est fini, hein, on a été racheté par une multinationale, c'est fini, ces niaiseries-là. On revient en command and control. Tu me diras, il va être quoi ton taux de roulement cette année-là? C'est pour ça que quand on commence une transformation comme ça, si vous n'êtes pas certain, le modèle est conçu de façon à ce que vous pouvez commencer à transformer des petits morceaux, aller chercher du succès, puis quand vous êtes convaincu, ou les groupes qui sont convaincus, vous commencez à les ajouter tranquillement pas vite. Mais de cette façon-là, vous ne courez pas un grand risque, puis vous diminuez les chances d'avoir envie de changer d'idée plus tard. Mais tu te donnes aussi l'opportunité de pouvoir démontrer des succès. Exact. Que les autres équipes, hein, les futurs pods, aient envie de faire ça. Exact. Un autre des gros problèmes, c'est à partir du moment où on dit du jour au lendemain à des gens qui ont toujours été des exécutants, à partir du maintenant, vous avez l'autorité, la responsabilité et puis l'imputabilité. Bonne chance, on veut des résultats. Ouais. Bien, ces gens-là n'ont jamais été formés à ça, ils n'ont jamais vécu ça. Donc, c'est pas instinctif, là. Non. Même si on le veut tous. Ça leur fait peur, souvent, au début. Ben oui. Ben oui. Ils ont passé leur vie à être relativement protégés des conséquences de leurs actes. Puis, en même temps, ils ont passé leur vie à... Ils savent que s'il y a une décision ou une initiative qui est prise, ils vont juste être blâmés. Mais dans le nouveau modèle, ça ne sera pas le cas. Mais ça, il faut d'abord le croire, puis apprendre comment prendre une décision. Ça s'apprend. Apprendre comment gérer. Puis les gens qui étaient en charge avant, s'ils sont replacés ailleurs avec d'autres rôles au sein de l'organisation, ils doivent aussi apprendre à agir différemment. Arrêter de juste crier des ordres. Arrêter de s'attendre à être obéi au doigt puis à l'œil. Ça prend de l'humilité. Oui. Fait que non, mais c'est parce qu'il va y avoir du pushback. Là. Absolument. Hein, on le dit. Combien de fois on le dit par jour? Demandez pourquoi. À un moment donné, c'est infuriating de te faire demander pourquoi tout le temps. Exact. Parce qu'il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu aies une bonne raison. Hein? Puis souvent, tu n'y as même jamais pensé. Tu ne penses pas au problème, tu penses à la solution. Donc, le livre de Connected Company est bon pour démontrer que mettre le système en place n'est pas si compliqué que ça. Mais faire que le système fonctionne demande tellement de changements chez les gens que là, vous devriez être accompagné. Vous devriez aussi vous attendre que ça ne sera pas instantané parce que un changement de mentalité, ça ne se fait pas en apprenant juste la théorie. Lire le livre, c'est beau, mais comprendre qu'est-ce que ça veut dire en arrière, il faut le mettre en pratique. Ça s'apprend uniquement par la pratique. Donc, il faut faire attention avec notre arrogance habituelle, puis dire « oui, je sais, puis je comprends ça, je n'ai pas besoin d'accompagnement ». Okay? On l'a vu des dizaines de fois. On voit qu'est-ce que ça donne. Okay? Un autre risque, c'est si, en tant que propriétaire d'entreprise, vous avez mal jugé de votre capacité à ne plus être en contrôle de tout. Si vous changez d'idée, comme Olivier l'a dit, vous allez essentiellement mettre votre entreprise à terre parce que beaucoup d'employés vont résister puis vont finir par partir, tout en même temps. Donc, si vous vous commettez là-dedans, prenez la peine de le faire doucement pour voir comment vous réagissez. Puis si vous réagissez bien jusqu'au point où vous réagissez mal,
peut-être que la solution, même si vous êtes le propriétaire de l'entreprise, c'est de laisser votre place à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas la bonne personne pour diriger cette entreprise-là à partir de ce moment-là. Une sabbatique, voir qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas là. Exact. Des fois, juste de mettre à votre place, de nommer à votre place un directeur général qui a la bonne attitude, va faire toute la différence. Mais quand ce qu'on cherche, c'est le contrôle, ben à ce moment-là, c'est plus difficile. Donc, si pour vous, c'est impensable de ne pas être en contrôle d'une organisation, vraiment en contrôle complet et total, ça ne peut pas fonctionner pour vous. Puis, venez nous parler, on est vraiment curieux de savoir pourquoi vous nous écoutez. Oui. Vous n'êtes pas notre audience. OK, les pirates, pour notre première capsule de support à l'économie sociale, on va rencontrer Félix Dénommé, qui est en train de mettre sur place, en fait, qui a mis sur place une clinique d'acupuncture sociale à Hochelaga. Salut Félix. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Parle-nous de ce que vous faites. Pourquoi vous lancez une clinique d'acupuncture sociale? C'est quoi l'intérêt? Oui, donc nous sommes la première clinique d'acupuncture communautaire qui ouvre dans toute la province de Québec, puisque jusqu'à maintenant, ou depuis 1995, au Québec, les acupuncteurs n'avaient pas le droit de traiter des patients en communauté comme ça. Ça existe partout dans le monde, en Amérique du Nord, partout en Europe, mais c'était vraiment seulement au Québec qu'on n'avait pas le droit de pratiquer comme ça. Donc nous, on est les premiers sur le marché. On a ouvert la semaine passée et on risque d'être là pendant longtemps, mais aussi risque d'avoir d'autres cliniques qui s'ouvrent dans les prochains temps, quand la législation va le permettre. Donc, ça fait 1 an que je suis en pratique et mes collègues, j'en ai quelques-unes qui sont en pratique depuis quelques années. Et c'est très important pour nous de travailler dans une pratique qui est accessible et abordable aux patients. D'habitude, l'acupuncture, ça coûte 70 à 120 $ par traitement et nous, on offre des traitements de 20 à 50 $. C'est pour ça que vous vous êtes organisé en coopérative, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, au lieu d'être des travailleurs autonomes qui travaillent dans une clinique de masso, d'ostéo, de chiropractie, nous voulons travailler entre nous et de couvrir les coûts nous-mêmes et d'offrir les soins de la façon qu'on veut. Donc, souvent, quand les acupuncteurs travaillent dans une clinique de physiothérapie, par exemple, nous devons travailler à une salle à la fois, maximum 2. Ici, nous avons la possibilité, c'est nous qui avons ouvert l'espace, on l'a rénové pour nos fonctions et on traite 6 patients à la fois et on est autogéré, on prend la décision ensemble de comment on traite les patients, quel autre service on offre aux patients. Aussi, on a une équipe de massothérapeutes. Ça se peut que des ostéopathes aussi vont nous joindre prochainement, qui vont peut-être aussi devenir membres de la coop selon leur intérêt. Et au lieu d'être une clinique qui les charge un haut pourcentage pour offrir des services ici, nous chargeons une très, très petite pourcentage, juste un tout petit peu. Donc, on offre aussi un espace de travail pour d'autres praticiens qui sont intéressés dans un travail communautaire. Ah, mais c'est excellent, ça. Puis, ça traite quoi, l'acupuncture? Vraiment, tout ce que les humains ont vécu depuis 5000 ans est capable d'être traité en acupuncture. Ça ne veut pas dire que chaque acupuncteur a les outils pour traiter tous les différents bobos, mais ça fonctionne très bien pour la douleur, les problèmes à l'interne, les problèmes digestifs, le sommeil, tout ce qui est troubles de santé mentale, dépendance, des choses de peau. C'est très bien en prévention, surtout pour la saison de grippe et rhume qui s'en vient. On peut faire beaucoup pour tonifier notre système digestif, qui aide notre système respiratoire, qui est un peu comme notre système immunitaire dans la médecine traditionnelle chinoise. OK. Est-ce que tu veux nous montrer ta clinique un petit peu? J'ai vu que tu me l'as montré un peu tantôt. Oui, bien sûr. Bienvenue à la clinique. Nous avons l'entrée ici. Si vous venez comme patient, enlevez vos souliers, il y a des pantoufles pour tout le monde. Ensuite, vous rentrez ici. La première entrevue se fait en privé. Ensuite, vous prenez une chaise. On s'installe très confortablement ici à la clinique. Nous avons des lampes chauffantes.
des chaises zéro gravité. On est bien installé avec une petite musique. Et ça, c'est la première partie de la clinique. Ensuite, la deuxième partie, elle est derrière ces portes-là, puis encore en rénovation. OK. Là, présentement, vous êtes en campagne de sociofinancement pour financer votre départ. Oui, de financer notre départ et aussi de financer les prochaines rénovations à faire. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas encore accessibles aux fauteuils roulants. Il nous faut une rampe et aménager l'espace un peu différemment. Et nous avons rénové les premiers 700 pieds carrés de la clinique. Mais quand nous aurons les fonds pour rénover l'autre 700 pieds carrés, nous pourrons offrir encore plus de services, des cours gratuits ou à contribution volontaire et plus d'heures d'ouverture de la clinique. Votre campagne, elle se fait sur la ruche, c'est ça? Oui, et ça termine le 13 octobre, je crois. Donc, il reste très peu de temps. Aussi, à partir de notre campagne, c'est d'offrir des contreparties de promotion pour des autres entreprises, d'autres coops, des entrepreneurs locaux. Donc, en échange d'une contribution de 60 à 400 $, vous recevrez un espace pour mettre un logo ou le titre de votre entreprise qui serait affiché sur une courte pointe sur un des murs de notre clinique. Donc, avec beaucoup de visibilité et ça démontre le soutien à des entreprises locales. OK, ben c'est excellent ça. Donc, si on veut participer à la campagne, on recherche la clinique d'acupuncture sociale d'Hochelaga sur la Ruche. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, surveillez nos comptes de médias sociaux de GoPirate. Donc, aujourd'hui, la même date de sortie de l'épisode, on va en parler avec des liens. Ça va être facile à pouvoir vous trouver puis contribuer à votre campagne. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Félix, puis bonne chance. Merci. Bon, Maurice, c'est beaucoup d'informations. Oui. Maintenant, on a dit, mets pas ça en place qui veut du jour au lendemain, n'est-ce pas? Fait qu'on va voir, y a-t-il des trucs qu'on peut suivre pour mettre ça en place? Il y a toujours des trucs. Toujours. Le premier truc, c'est identifier c'est quoi vos produits puis vos services. OK? Surprenamment, il y a des entreprises qui sont même pas au courant de tous les services qu'ils offrent puis des fois qu'ils offrent à elles-mêmes. Oui. Donc, faites-le. Identifiez-les correctement, puis construisez un pod autour. Un pod qui va avoir tous les talents puis les compétences nécessaires pour que ça soit fonctionnel puis que ce soit autonome. Ça, c'est la première étape. Ouais. Identifier les produits-services puis les gens qui vont aller dans les pods. Quand tu fais un pod, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies une charte. Cette charte-là doit... Puis on dit souvent, tu sais, c'est pas exactement une négociation. Dans le sens où, si par exemple, dans la charte, là, le management il a réussi à pousser ses idées, puis parfait, je vais avoir ce que je veux, ben, tu viens de t'assurer que le pod va avoir un échec. Là. Bien, ça dépend. Ça peut être une négociation si le pod est capable de dire « OK, c'est faisable, mais il va falloir qu'on embauche ces 3 personnes-là, puis qu'on ait ça comme budget, puis qu'on ait ça comme nouvel outil. » Oui, mais c'est pas exactement une négociation. Dans le sens qu'il n'y a pas un perdant. S'il y a un perdant, que ce soit le management ou le pod, je veux dire, les deux sont perdants. Oui, okay? Ça c'est vrai. Tu peux effectivement dire c'est quoi les conditions que tu as besoin pour réussir la mission que l'entreprise te donne. Puis si clairement l'entreprise ne veut pas te donner ce que tu as besoin, ben t'es voué à l'échec. Là. Absolument. Puis ça, il faut que ce soit clair dans la charte. Fait que la charte doit couvrir de façon claire, précise, c'est quoi les attentes de l'entreprise, c'est quoi les besoins du pod, puis que ça soit, qu'on s'assure ensemble qu'on a ce qu'il faut. Là. C'est ça, là, les conditions de succès, c'est quoi, puis est-ce qu'elles sont respectées. Ça, c'était le deuxième truc. Le troisième truc, c'est de garder en tête que rien n'est coulé dans le béton. Même pas le béton. Même pas le béton. Les situations puis les contextes vont évoluer, les marchés vont évoluer. Des fois, le produit incroyable que vous avez là, fait par ce pod-là, va se faire complètement devancer par quelque chose qui sort de nulle part, envoyé par un concurrent. Qu'est-ce qu'on fait avec le pod? Puis le pod devrait être le premier groupe à dire « Je pense qu'on n'est plus utile ». Il faudrait qu'on décommissionne notre produit, il faudrait qu'on le transforme. Il faudrait qu'on trouve une piste de prospérité autre que celle qu'on a en ce moment. C'est ça. Des fois, ils vont juste dire qu'il faut qu'on fasse évoluer notre produit dans telle direction. Des fois, ça va être le marché vient de changer, notre clientèle n'est plus la même qu'elle était. Donc, à cause de tout ça,
ben tous les termes autour du pod vont changer aussi. Les buts vont changer, les unités de mesure vont changer. Puis ça, il faut garder ça en tête, que c'est tout à fait normal que ça évolue avec le temps. Oui, c'est ça. En fait, un changement, c'est jamais négatif quand c'est une évolution. Exact. Si vous voulez un quatrième truc, là, je vais le répéter encore une fois, là, allez chercher de l'aide. OK? Je me fous si c'est nous autres ou si c'est quelqu'un d'autre. OK? Prenez quelqu'un qui connaît bien le concept. Là, on est là. Oui, c'est ça. On est là. Allez chercher de l'aide parce que c'est absolument crucial à votre succès pour vous aider à faire la transformation rapidement avec le moins de risques possible. Quand on est habitué d'être dans un environnement, on développe une vision tunnel. Là. Exact. Ça prend une perspective qu'on n'a pas. Exact. Et c'est pour ça que de l'aide de l'extérieur va vous aider. Il y a des consultants qui ont mis ce genre de modèle-là en place dans différents types de milieux, dans différents types d'entreprises, vont être capables de vous parler de si vous faites ça de cette façon-là, voici ce que j'ai vu que ça faisait ailleurs. Voici les risques. Fait qu'on est capable de développer une meilleure stratégie pour avoir du succès. Ça fait le tour, je pense. Ça fait le tour. C'est assez. C'est assez. Hein? Si vous êtes curieux, vous allez en savoir plus, écrivez-nous. Ça me fait plaisir de vous parler. Hein? Allez voir aussi gopirate.com dans la section service. On a tout ce qu'il faut. Puis, le livre à acheter, si vous voulez en savoir un davantage, The Connected Company par Dave Gray. Et je pense qu'il y a une entrevue ou deux qui sont disponibles en quelque part sur les internets. Allez fouiller YouTube. Mais il me semble qu'il était pas... le livre était meilleur. Ça marche, le livre. Les pirates, là-dessus, on vous souhaite une bonne décentralisation puis une bonne podularité. Hein? High five, Maurice. À la prochaine, les pirates. Bye bye. Bye. À l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! Ah non! Ah!